L'heure de Ferry à présent, ravi de vous retrouver comme tous les samedis à 12h50. Bonjour Luc Ferry. Bonjour chère Marie. On est une heure ensemble pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner, aller plus loin, parce qu'on le dit et le répète, mais ça va vite, parfois beaucoup trop vite. Et il est important de partager aussi votre regard aiguisé sur l'actualité et ses conséquences. Parlons un peu politique, parce que c'est aussi notre dada chaque semaine. La méthode Bayrou, la méthode François Bayrou que vous connaissez bien, est-elle la bonne ? Son grand oral, c'était cette semaine. Important aussi de s'arrêter sur ces moments forts que constitue la vie politique. On l'écoute, un extrait de ce grand oral justement. A-t-il ou pas prononcé le mot magique qui aurait pu être la suspension ? Non. Mais il propose autre chose. Écoutons-le. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. La démarche s'appuiera sur un constat et des chiffres indiscutables. Je vais demander à la Cour des comptes, en une mission flash de quelques semaines, de nous donner l'état actuel et précis du financement du système de retraite, et ce résultat, le gouvernement le communiquera à tous les Français. De mes genoux, Habilité de François Bayrou, vous diriez, Luc Ferry. Non seulement très habile. Écoutez, moi je suis en désaccord avec lui sur beaucoup de choses, mais il faut être honnête, c'est un homme extrêmement intelligent et c'est un homme extrêmement habile. Et ce qu'il vient de décider sur la réforme des retraites était évidemment incroyablement habile et intelligent. Pourquoi ? Alors on peut être en désaccord total, dire ça va coûter très cher, etc. Bon. Je vous explique en 2 secondes. L'idée de mettre 3 mois, donc de passer le budget, c'est ça l'idée. D'enjamber finalement. D'enjamber le budget, en ouvrant au Parti Socialiste la possibilité et aux syndicats la possibilité d'avoir une discussion. Comme la réforme des retraites Macron est assez mauvaise, elle rapporte de l'argent, et même pas suffisamment, elle est très injuste puisqu'elle ne tient pas compte des carrières longues. Donc il y a du grain à moudre. Et donc il gagne 3 mois. Ce qui peut lui permettre, c'est pas sûr, mais ça peut lui permettre d'enjamber le budget, en tout cas de ramener les socialistes à lui, et aussi le Rassemblement national qui est d'accord avec les socialistes et avec lui là-dessus, et qui veut corriger aussi les injustices. Donc c'est à la fois très intelligent et habile, il a raison, et en même temps ce qu'on peut dire aux gens de droite qui disent mais c'est un scandale parce que ça va coûter de l'argent, etc. Mais une dissolution pas une dissolution, une censure coûterait encore beaucoup plus cher. C'est ce qu'a dit Arlette Chabot tout à l'heure intelligemment. Elle a dit, mais de toute façon, l'argument suprême sur les questions d'argent, à proprement parler, ce que ça coûte, une crise politique, économique, tout est à l'arrêt en ce moment. Et on en a vu les conséquences après le 4 décembre dernier. Mais bien sûr, des traînées de poudre de faillite, le chômage qui augmente, etc. Donc la dissolution, là, franchement, on peut pas faire plus bête. Mais ça, c'est Macron qui l'a décidé, c'est pas lui. Et donc, s'il y avait à nouveau une censure, qu'est-ce qui se passerait ? S'il y avait à nouveau une censure, très vraisemblablement, le président de la République serait obligé de démissionner. Il pourrait pas, on peut pas enchaîner indéfiniment les censures. Ça, vous en êtes convaincu ? C'est injouable. C'est impossible. On serait en pleine crise de régime. On serait en crise de régime complète. Donc, le président de la République, Macron, serait très probablement à force. Peut-être pas la 2e censure, la 3e, c'est pas jouable. Obligé de démissionner. Et là, on aurait très possiblement un débat dans un 2e tour aux élections présidentielles entre Mélenchon et Marine Le Pen, parce que le Parti Socialiste n'est absolument pas prêt. Puis en plus, il est réduit à peu près à 0. Donc on peut argumenter la méthode Bayrou, donc c'est cette idée complètement consensuelle, dire c'est évidemment pas bon pour la France, c'est très mauvais pour la France, mais le pire serait ce qui suivrait s'il y avait une censure. C'est ça qu'on peut argumenter. Et du coup, de ce point de vue-là, Bayrou est bien meilleur que Barnier. Mais vous considérez qu'il est obsédé par durer plus longtemps que Barnier ? C'est son seul but. C'est son seul but, mais là où on peut avoir un argument supplémentaire qui n'est pas un argument pro-Bayrou, c'est dire que malgré tout, la stabilité dans le contexte actuel, c'est l'intérêt de la France. C'est ça qu'on peut dire. Et alors, on peut en discuter après. Ça dépend de ce que ça coûtera. On verra avec le budget ce que ça coûtera. Mais de toute façon, une nouvelle crise politique coûterait probablement plus cher à l'économie et même au budget et en termes de chômage que la stabilité molle, nulle
d'accord, on voit aussi ce que fait Madame Borne, tout ça est nul, mais le pire serait quand même la crise politique. Vous voyez, c'est ça qu'on peut dire. J'aime votre franchise et votre honnête, regard acéré donc, sur de ce point de vue-là, ce qui est en train de se passer. Bayrou, c'est le champion du monde de je ne réforme pas, de l'absence de réforme absolue. Donc, au ministère de l'Éducation, il n'a jamais rien réformé en 5 ans. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour éviter une crise politique qui serait pire que l'absence de réforme. Mais avec sans doute un paradoxe, vous l'avez peut-être entendu mardi à la tribune, ça a duré 1h30. Oui. Et combien de chantiers ouverts à l'occasion de ce discours de politique générale? C'est-à-dire qu'on passe de la banque de la démocratie au cumul des mandats, à la proportionnelle, l'éducation, l'immigration. Oui. Vous connaissez combien de chantiers, de chapitres ouverts avec un bail on ne peut plus précaire. Ça vous fait sourire, mais c'est la réalité politique. Parce que je pense à la formule de Boris Vian. Moi, j'ai toujours adoré Boris Vian. J'adore les chansons de Boris Vian. Soulever des lièvres pour mieux noyer le poisson. C'est un bon résumé, en effet. Oui, c'est un excellent résumé. Voilà. Et ce qui est formidable avec Bayrou, c'est il commence son discours. Le début du discours est un discours de droite libérale absolument parfait, en disant regardez, c'est une crise. La question budgétaire n'est pas une question d'argent, c'est une question morale. Et ce qu'il dit est tout à fait juste. D'ailleurs, il oublie volontairement, mais là, il a raison de citer Chirac et la période qui a été la période Thierry Breton, qui a été justement réduction de la dette. Et il ne les critique pas dans les méchants qui ont augmenté la dette. Et il a raison. Et le discours est excellent, mais il fait exactement l'inverse. Simplement, encore une fois, moi, je rêverais d'un bon gouvernement gaulliste, même associé à quelques réformistes socialistes, ça me gênerait pas, mais qui fasse vraiment le boulot. Là, il fait le contraire de ce qu'il faut faire, mais il évite une crise politique qui serait pire, encore une fois. Oui, que les gens comprennent ça. Et donc, ça peut se défendre. Peut-il faire autrement? C'est ça. Mais de toute façon, dans le contexte, il ne peut pas faire autrement. C'est ça. Je serais à sa place, je ne pourrais pas faire autrement. On mettrait à sa place un Vauquier ou un Larcher, il ne pourrait pas faire autrement. Sinon, il ferait la même chose que Barnier. Vous voyez, la preuve, c'est que la droite a essayé, puisque Barnier est de droite, il est gaulliste. Bon, il a fait le plus mauvais projet de budget qu'on puisse imaginer dans la période actuelle. C'était une catastrophe absolue. Mais il était de gauche, il était de droite, il était gaulliste. Je dis de gauche parce que je pensais à gaulliste, pardon pour les lapsus. La fatigue parfois. Mais on voit bien ce que ça a donné, Barnier. Catastrophe. Donc si on enchaîne, on mettrait Larcher, on mettrait Vauquier, ce serait pareil. Et donc Bayrou est l'homme de la situation parce que c'est l'homme de l'habileté centriste et il est le seul, ce type d'homme, à être capable de surmonter la crise politique, et c'est probablement, du point de vue économique pour les chefs d'entreprise, la moins mauvaise situation possible. Vous voyez le paradoxe, c'est en étant très mauvais qu'on est moins mauvais. Peut-être le mettra-t-il en tête de ses courriers, mais en tout cas, il tente quelque chose. Il tente, en décidant, très habilement, et très en décidant de regarder et de négocier avec la gauche, dont il a obtenu, en tout cas pour presque partie, la non-censure des 66 députés socialistes. Oui, mais voyez, l'amusant dans l'affaire, c'est que le deal, enfin le contrat, deal, c'est peut-être pas bon, mais qu'il passe avec la gauche, ça vaut aussi pour le RN. Parce que sur ces questions-là, sur ces questions sociales, le RN est d'accord avec la gauche, avec le Parti socialiste. Il voulait abroger la réforme des retraites. Donc, et donc l'idée, et en plus, encore comme la réforme Macron, la réforme des retraites est très mauvaise, encore une fois, elle ne rapporte pas assez d'argent, elle est très injuste. Donc il y a du grain à moudre. Et là, il peut faire travailler les syndicats et arriver à un projet de retraite, y compris faire passer une nouvelle loi qui améliorera sur le plan de la justice sociale, sur les carrières longues, c'est très important, et qui plaira aussi bien au Rassemblement national qu'au Parti socialiste. Voilà. Et donc, encore une fois, on peut dire c'est scandaleux, ça va coûter de l'argent, etc., etc. Bon, c'est ce que dit la droite. Je lis mon journal préféré, Le Figaro, ce matin, c'est ce qu'ils disent. Mais une crise politique serait bien pire sur le plan économique. Coûterait bien plus cher. Vous en êtes convaincu à cette heure. Mais bien sûr. Oui. Et on le voit bien dès aujourd'hui. Regardez, tout est à l'arrêt en France. C'est la catastrophe sur le plan économique. Le chômage augmente, les entreprises font faillite, les gars n'arrivent plus à rembourser leur PGE, etc. Et donc des investissements qui ne sont pas faits parce qu'effectivement,
pas d'horizon très clair, ou en tout cas une confiance amoindrie. Voilà. Et en plus, n'oubliez pas que pour le Parti socialiste, donc le NFP n'a jamais existé. C'est pas la peine de dire il est dissous. Il a jamais existé. C'était uniquement une alliance tactique pour faire barrage au Rassemblement national. Et évidemment, les gens un tout petit peu responsables au Parti socialiste savent bien que une nouvelle censure entraînerait très probablement à terme une démission du président de la République, parce que ce serait ingérable. Et que dans ce cas-là, il y aurait de très très grandes chances, très grand risque pour eux, très grande chance pour elle, que Marine Le Pen soit élue. Ils ont aussi ça en tête, ne l'oubliez pas, cette équation politique est très présente. Oui, effectivement. C'est ce que dit Danny Cohn-Bendit tous les dimanches soirs. Et c'est pour ça qu'il défend Bayrou, non pas par une amitié ancienne pour Bayrou, mais parce qu'il dit il faut qu'il tienne, sinon Marine Le Pen sera élue. Voilà. Directement, en effet. Rien n'est certain, évidemment. Les premières enquêtes d'opinion, mais voilà. Effectivement, je dis pas, j'ai pas la boule de cristal, mais je dis que c'est ça que la gauche réformiste a en tête. Des gens comme Danny Cohn-Bendit, ou des gens comme Cazeneuve, ou des gens comme Elisabeth Borne ont ça en tête. D'ailleurs, Elisabeth Borne fait du Bayrou sur l'éducation nationale. Elle lâche tout. En revenant, effectivement, sur le choc des savoirs, sur ces groupes de niveau, en effet, qui n'apparaissent plus du tout comme une priorité. Fait que l'examen de passage en seconde n'est plus utile, le brevet n'est plus utile, etc. Donc elle lâche tout, elle aussi, elle fait du Bayrou. Mais encore une fois, il y a deux étapes. Ça va devenir une marque déposée, faire du Bayrou. Faire du Bayrou. Mais j'espère que ceux qui m'écoutent ont compris. Je ne défends pas Bayrou. Je dis simplement qu'il y a deux étapes dans l'affaire. Éviter la censure. En étant très mauvais, c'est très très mauvais ce qu'il fait, c'est très mauvais. Mais c'est le seul moyen d'éviter la censure, étant donné l'état du Parlement. C'est ça le problème. C'est que ce Parlement est tellement dramatiquement nul que Bayrou est obligé de faire ça. Je m'adresse aux philosophes que vous êtes. On a souvent débattu ensemble, conversé autour de l'intérêt général. Il est porté par l'intérêt général, François Bayrou, encore une fois, son obsession de durer plus longtemps que Michel Barnier. Mais les deux se rejoignent. Son intérêt personnel, c'est évidemment de durer perso, mais l'intérêt général, c'est d'éviter une crise politique, qui serait encore une crise économique. Donc les deux se rejoignent. Voilà. Et ce qui est dramatique, moi j'entends des gens qui disent, je voyais, pourquoi ne pas le citer, Dupont-Aignan disant, hier ou avant-hier, la proportionnelle, ce serait le dernier clou planté sur le cercueil de la Ve République. Mais il trouve que ça va bien que là, vraiment, le scrutin majoritaire nous protège? Non, mais regardez l'état du Parlement. Est-ce que le scrutin majoritaire nous protège? Voilà. Moi, je suis gaulliste depuis toujours. J'ai défendu pendant 40 ans le scrutin majoritaire. Mais je dis, il faut quand même réfléchir 3 secondes. Est-ce que le scrutin majoritaire empêche la situation dramatique de la France d'aujourd'hui? La réponse est non. Oui, parce que la situation est celle qu'elle est aujourd'hui. Alors, est-ce que le système allemand, pendant 4 mandats de Madame Merkel, n'a pas été 1000 fois mieux que le système français? La réponse est oui. Voilà. Et c'est pas parce que l'Allemagne va mal à cause de Nord Stream et de la guerre en Ukraine que le système allemand est mauvais. Donc voilà. Et simplement, après, il y a 50 types de proportionnels. Il faut réfléchir à laquelle. Est-ce que elle est régionale? Est-ce qu'elle est? Alors évidemment, Bayrou. Alors là, il est champion du monde du flou. Il n'y a pas un mot sur ce que serait la proportionnelle. Non, mais c'est relancé, c'est dans le débat. Ah, le débat. Mais voilà, mais c'est toute la technique, c'est le débat. Et avec tout le monde. Je suis gentil avec tout le monde, je parle avec tout le monde, j'aime tout le monde. Mais même Madame Panot, je la trouve formidable. Même Madame Le Pen, je la trouve formidable. Voilà. Et non, je suis pas d'accord avec vous, mais je sais que Jean-Luc Mélenchon est un homme remarquable, très cultivé, très intelligent. Oh, bien sûr, je suis en désaccord avec lui sur la question de la conflictualité, mais il était patent par ailleurs, et je suis prêt à discuter avec lui. Ça, alors on va discuter. Je ne défends pas ça. Je dis que dans l'état actuel du Parlement, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ou alors du Barnier et on saute. Oui, c'est ça. J'aimerais, et vous l'évoquiez un peu aussi, se bouger du Parti socialiste. Le fait que pas tous les socialistes à l'Assemblée, ils sont 66, 8 ont voté la censure, le reste ne l'a pas voté. Une forme d'accord finalement. Qu'est-ce que cela dit? Ils se défendent encore d'avoir fait évidemment et de soutenir le gouvernement de François Bayrou, mais quand même, peut-être un chemin, en tout cas... On va vers l'implosion du nouveau Front populaire. Vous dites qu'il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé, c'est une blague. C'est quand même une alliance électorale. C'était le programme le plus bête de toute l'histoire de l'humanité. Bon, et donc quand je dis l'humanité, je pense même au journal communiste. Bon, et donc c'était dramatique. Évidemment que les types du Parti socialiste, ils sont pas tous idiots, loin de là. Il y a des vrais réformistes, il y a des héritiers de Rocard. Bon, et donc ils savaient très bien que ce programme était parfaitement stupide, que Mélenchon
et pour beaucoup d'entre eux, en leur fort intérieur, quand je parle avec eux, ils le disent, que Mélenchon est bien plus dangereux que Marine Le Pen, mais ils voulaient... C'est leur rôle depuis toujours. Le Front républicain, faire barrage à Marine Le Pen. Très bien. Ça peut se défendre. On peut, c'est leur logiciel. Mais ils sont pas plus proches de Mélenchon que moi. Voilà. Et donc, évidemment, que ça n'a jamais existé, sauf pour des raisons purement électoralistes. Et de toute façon, ça n'a jamais été un parti politique. Donc, quand ils disaient, on a gagné, mais c'est pas un parti politique. En additionnant leur siège qui donnait 192. Voilà. Considérant qu'ils étaient majoritaires. Voilà. Mais le parti politique majoritaire, c'est le Rassemblement national. Enfin, le premier parti de très très loin, c'est le Rassemblement national. Donc ils voulaient faire barrage, très bien, parfait, c'est leur droit et c'est leur logiciel de gauche. Mais ils savent très bien qu'ils n'ont absolument un rocardien réformiste n'a aucun point commun avec Mélenchon, ni avec Rima Hassan, ni avec Mathilde Panot. Donc ils le savent très bien. Donc tout ça, c'est des alliances électoralistes et ça donne ce qu'on voit à l'image, c'est-à-dire ce parlementarisme qui est dans un État, même au pire du pire de la 4e République, on n'a pas eu pire que ça. Une rupture qui semble en tout cas consommée avec des formules distillées ça et là toute la semaine, la gauche qui braille, la gauche du rien, face à celle qui travaille. Écoutez Olivier Faure, moment choisi cette semaine. Si vous êtes gêné, prenez la parole après moi, vous l'avez prise avant moi, faites-le. Mais si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qui ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement, alors dites-le. Voilà, invective, quand on a des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis, je répète souvent, mais... Quand on voit quand même l'escalier comme ça qui s'enfonce dans le sous-sol, alors Mitterrand quand même, bon, moi j'ai jamais voté Mitterrand, je n'aimais pas cet homme, je trouvais terriblement d'une prétention, d'une arrogance, puis c'est pas voilà. Et puis en plus ce qu'il a fait sur le plan économique. Politique. Non, puis sur le plan économique, ça a été une catastrophe. Bon, mais néanmoins, je dis c'était un homme d'État, c'était quand même voilà. Et puis après, bon, moi j'aimais beaucoup Rocard, voilà, j'avais beaucoup d'amitié pour lui, on se connaissait bien, bon. Et voilà, mais quand vous voyez où on arrive, et puis même quoi qu'on en pense, Lionel Jospin, moi j'étais aux funérailles aux obsèques de Claude Allègre il y a 2 jours, Jospin a fait un très beau discours. C'est quelqu'un qui a la tête qui fonctionne. Je suis en désaccord complet avec 1000 choses avec lui, c'est pas le problème. Mais j'ai du respect pour ces gens-là. Et vous considérez que cette gauche, ces socialistes-là ne sont pas à la hauteur ? Non. Voilà. Cazeneuve, oui, voilà, j'ai du respect pour Cazeneuve, quelqu'un comme ça. Mais là, vraiment, on s'enfonce, là, il va trouver du pétrole. Et donc, c'est ça qui est dramatique, c'est de voir ce parti socialiste, qui est quand même un très grand parti social-démocrate historique. Enfin, Jaurès, Blum. Moi, j'ai une immense admiration pour Jaurès et Blum. C'est pas, moi, je suis gaulliste, d'accord, mais ça n'empêche pas de reconnaître le réformisme. L'histoire du réformisme socialiste est une histoire grandiose. Et c'était d'immenses intellectuels. Jaurès avait fait comme moi sa thèse sur Fichte, le plus grand, à mes yeux, le plus grand philosophe de l'idéalisme allemand, mais peu importe. Et donc on avait affaire à des gens extraordinairement cultivés, à des vrais humanistes, et quand le discours de Tours de Blum, il y a quand même des choses magnifiques dedans, de 1920, quand il rompt avec le SFIO qui va devenir Parti communiste. Bon, et donc voilà. Mais là, franchement, je veux pas être désagréable, mais c'est rien. Parce que la clé de tout reste sans doute aussi ces accords électoraux qui les tiennent entre eux. Voilà. Benjamin Morel, constitutionnaliste, nous l'expliquait parfaitement en disant que finalement, sans les uns, sans les autres, ça ne peut pas tenir. Et que c'est ça qu'ils ont dans la tête. Et on voit pas, je suis désolé de dire ça, mais on voit pas le grand homme sortir de cette assemblée. C'est ça qui est désolant. Voilà. Donc, à défaut de grand homme sortant d'une assemblée, à défaut d'un De Gaulle, on a une proportionnelle vraiment intelligente à l'allemande permettrait au moins aux gens de bonne volonté, pas débiles, de se retrouver sur l'intérêt général. Où est-ce qu'il est l'intérêt général ? Il y en a aucun là-dedans. Il n'y a pas une once d'intérêt général. Bayrou défend son siège et il se trouve par hasard qu'en défendant son siège, ça va plutôt dans le sens de l'intérêt général qui est d'éviter une nouvelle crise politique. D'accord, mais la vérité, c'est ce qu'il a en tête, c'est évidemment de rester. C'est pour lui qu'il travaille. Et il se trouve qu'en travaillant pour lui, il travaille quand même
je dirais pas pour l'intérêt général, mais enfin pour le moins mauvais en termes d'intérêt général. En pensant peut-être aussi à son avenir et avec quelques arrière-pensées. Oh là là. Les centristes, on aura trois candidats. On aura Édouard Philippe, on aura Gabriel Attal, on aura Bayrou va revenir. Il est flambant vieux, comme on dit pour les objets reconditionnés. J'aimerais vous soumettre cette étude du Centre pour la recherche économique et ses applications, l'Observatoire du bien-être. Oui. C'est intéressant. C'est très intéressant, et ça. on en revient aussi, et on en parlera longuement tout à l'heure ensemble, l'intelligence artificielle. Ils ont, à partir de l'analyse de 2 millions de discours prononcés à l'Assemblée nationale entre 2007 et 2024, l'intelligence artificielle a permis cela, du caractère émotionnel de ce qui est devenu cet hémicycle, ce chaudron, où les interventions sont de plus en plus courtes, de moins en moins construites, avec une obsession pour chacun de ces élus, leur audience sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça, ce qui est devenu l'Assemblée nationale, l'appauvrissement et du discours et de ce qui est déclamé. C'était mieux avant ou... Comme disait mon vieux camarade Régis Debray, le ton monte mais le niveau baisse. La formule est admirable. Alors, ce qui est intéressant, si on veut élever un peu le débat sur un plan philosophique, c'est que on a eu plusieurs étapes du poujadisme. Le poujadisme historique, celui de Jean-Marie Le Pen quand il était député poujadiste, c'était ils sont tous pourris. C'était ce qui était vrai d'ailleurs, enfin très largement vrai, il faut pas exagérer, mais enfin c'est vrai que la corruption était absolument gigantesque sous la 4e République. Elle est restée longtemps, y compris sous la 5e. Mais bon, c'est moins le cas aujourd'hui, ou même très peu le cas aujourd'hui, parce que vous faites votre travail simplement, parce que les journalistes font leur travail. C'est grâce à vous. Hein. On essaye de le faire au maximum. En tout mais cas, justement, la société de transparence n'a pas que des mauvais effets. C'est très difficile. La corruption est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et a fortiori qu'il y a 100 ans. Mais on assiste à un nouveau poujadisme, si je puis dire, qui n'est pas le poujadisme de « ils sont tous pourris », mais ils sont tous nuls. Et ils servent à rien. C'est surtout ce sentiment de l'impuissance publique. Regardez ce qui se passe avec Bayrou. Et je ne vais pas revenir sur les 2 étapes que je viens d'évoquer, et sur son intérêt particulier et l'intérêt général, le lien entre les deux. Mais ce qui est très frappant, c'est que de toute façon, ce qui se passe à l'Assemblée, ça ne sert à rien. Ça vise juste peut-être à éviter le pire, mais ça ne sert à rien. Il se passe rien d'utile pour les Français. Voilà. Et même si on réussit à corriger un tout petit peu la réforme des retraites, ce que je souhaite par ailleurs, en s'attaquant à cette injustice des carrières longues, de toute façon, ce sera epsilonesque. Et puis ça mettra des mois. Voilà. Et donc, il y a un sentiment d'impuissance publique qui, philosophiquement, en termes de philosophie politique, est lié à 2 choses. 1, la montée en puissance de la mondialisation qui retire les leviers de l'État. Les leviers de l'État ne lèvent plus grand-chose dans le contexte de la mondialisation. Regardez ce qui se passe avec les États-Unis aujourd'hui, qui sont beaucoup, beaucoup plus puissants que l'Europe dans tous les domaines. Et puis de l'autre côté, il y a la médiatisation, c'est-à-dire le fait que les réseaux sociaux sont là, ce qui fait que les politiques, les ministères deviennent des agences de communication, pas des agences d'action, mais des agences de communication. Donc c'est la com qui l'emporte d'un côté, la mondialisation de l'autre. Donc du coup, l'impuissance publique est très très grande. Et les Français, même s'ils font pas la même analyse que celle que je viens de faire, le ressentent très bien. Ils disent, mais la politique, d'abord ils sont nuls, ils parlent mal, ils sont mal habillés, ils se comportent comme des blaireaux. Mais en plus, c'est vrai, attendez, regardez ça, comment ça se balade à l'Assemblée nationale à gauche. Et puis de l'autre côté, ils servent à rien. Et on ne croit plus à la politique. C'est un nouveau poujadisme, vous voyez, et c'est très très grave. C'est très grave. Est-ce que on peut le combattre? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Vous pensez que, ou avec la classe politique que l'on a, souvent coutume d'entendre et de dire qu'on a celle qu'on mérite. Vous êtes d'accord sur ce point? Je pense qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de grand homme, c'est évident. Il n'y a pas le général de Gaulle, puis la situation historique n'est pas la même. Mais je pense que ce qui est le plus grave aujourd'hui, je pense à la phrase du Christ qui s'adresse aux pharisiens et aux sadducéens et qui dit à ses disciples, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Ils font le contraire de ce qu'ils disent. Et je pense que cet écart entre ce qui est dit et ce qui est fait, par exemple dans le discours de Bayrou, le début du discours est parfait sur la dette, pourquoi c'est un problème moral et que c'est gravissime et que c'est dramatique pour nos enfants, qu'on va leur laisser une ardoise. Le discours est parfait et le budget sera exactement le contraire. Et donc cette différence, et même si je reviens pas, même si c'est pas de sa faute et il peut pas faire autrement dans le contexte actuel, mais cette différence entre ce qui est dit et ce qui est fait est quelque
quelque chose qui donne le sentiment que la vie politique ne sert à rien, qu'elle n'est pas crédible. La défiance, et qui nourrit la défiance vis-à-vis et de nos dirigeants et de toute cette classe politique dans son ensemble. La confiance, cum fides en latin, c'est pas pour être cuisse, c'est avec foi. Les gens ont perdu la foi en la politique, donc ils ont perdu la confiance. Et ce qui se passe aujourd'hui, qui est très grave, c'est que si les politiques ne sont pas capables de renouer le lien entre les paroles et les actes, on va passer vers la société de la haine. On passe de la défiance à la haine. Et là, voyez, on rentre dans la société de la haine. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et préoccupant. Oui. Luc, on fait une courte pause. On revient ensemble et on parlera de l'intelligence artificielle. Votre livre, regardez, je l'ai beaucoup annoté, je l'ai beaucoup travaillé. IA, grand remplacement, ou continuité, complémentarité. On pose la question ensemble et on en débat dans quelques instants. À tout de suite. Merci. Et c'est les gens... Retour dans l'heure de Ferry. On s'attache désormais à un sujet sur lequel vous publiez un livre aux éditions de l'Observatoire, Grand remplacement ou complémentarité, intelligence artificielle, on en voit là la couverture, l'intelligence artificielle qui fait désormais partie de nos vies, très clairement. Vous dites... Au fond, peut-être que nos sociétés et nos politiques, on y revient, ne se rendent peut-être pas complètement compte de ce qui est en train de se passer. Avec une arme, je ne sais pas si, mais en tout cas, ChatGPT. Moi, j'aimerais qu'on commence par cela, cher Luc, qui est dingue, en effet, une intelligence artificielle qui est capable de générer du contenu à foison, sans jamais s'arrêter. ChatGPT qui m'a un peu aidé pour vous interroger aujourd'hui. Voilà ce que j'ai rentré avec Elliot Modins qui m'accompagne. On lui a demandé d'écrire l'interview et de vous poser des questions. Voilà, autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Généralement, il est assez bon dans cet exercice. Et il est assez bon, il est pas même mauvais, très bon, parce qu'il me connaît bien. Il fait mes questions et il fait aussi vos réponses. Donc c'est assez fascinant. La première question que vous pose ChatGPT, alors vous allez lui répondre. Quels sont selon vous les défis éthiques majeurs liés à l'intelligence artificielle? Je vais y arriver. La première question que vous pose ChatGPT à vous, Luc Ferry. Je pense qu'il y en a deux. Si je voulais sur le plan simplement juridico-éthique, c'est la question des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos qui ont des contenus qui sont faux et qui sont indétectables. Je peux mettre votre joli visage sur un film X et le balancer sur les réseaux sociaux et foutre votre vie en l'air. Je peux faire croire que vous planquez votre argent en Suisse ou que vous trompez la personne avec qui vous vivez, etc. Et ça fait beaucoup de victimes. Et c'est aujourd'hui indétectable. J'ai des amis qui fabriquent ça, qui m'ont envoyé toutes sortes de deepfakes, puisqu'on appelle ça il n'y en a pas d'équivalent en français, c'est pour ça que je le dis en anglais. Donc c'est des vidéos truquées, mais qui sont indétectables. Et donc c'est ça, je ne comprends pas que les politiques ne s'y attachent pas, parce que c'est incroyablement dangereux. Ils s'y attachent notamment aux période électorale, où là on commence peut-être à se dire... Oui, mais j'en reçois tous les jours. J'en ai reçu, par exemple, quand Trump est arrivé à Notre-Dame. Bon, mais les gens se marrent, ils comprennent pas que c'est pas drôle du tout, que ça va leur tomber dessus et que on peut harceler une gamine de 3e et la pousser au suicide. Bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le plan juridico-éthique, c'est évidemment, je pense que des centaines de millions d'emplois seront supprimés, notamment par les robots humanoïdes intelligents qui auront ChatGPT 5 dans le cerveau et qui seront donc à la fois polytechniciens, agrégés de philo, d'histoire et de biologie. Voilà. Et donc, je pense que l'impact sur les cols bleus et sur les cols blancs sera absolument considérable. Dans votre dos, derrière, défile votre interview. C'est assez fascinant parce que aux téléspectateurs qui n'ont pas complètement eu en main de ChatGPT, vous lui posez une question, plutôt poliment ou pas d'ailleurs, et vous avez en temps réel, dans la seconde, une réponse à votre question. Oui, mais moi je l'ai interviewé par exemple sur des grands auteurs comme Proust ou Victor Hugo. Il est aussi bon qu'un professeur d'université bon. Donc je lui demande ce qu'a fait Victor Hugo, je disais ça à Darius l'autre jour, entre 1830 et 1848, et avec les prompts, les questions supplémentaires, au bout d'une demi-heure, j'ai 100 pages, mais qui sont remarquables. Il n'y a jamais de, pardon l'expression, trou dans la raquette dans ce que vous avez Très peu, c'est-à-dire que les gens voient ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire les erreurs qui sont commises par les IA génératives, elles sont aujourd'hui quasiment en voie de disparition. Les gens signalent des erreurs, mais à chaque fois, je vois, ils utilisent les versions
les versions périmées, c'est 3,5. Alors même le 0,1 est excellent, mais le meilleur, il faut s'abonner, ça coûte en gros $25 par mois, et là vous avez une machine qui ne commet pratiquement plus aucune erreur. Je lui ai demandé qui avait raison sur la polémique sur le courant alternatif entre Tesla et Eddington. Il me répond tout de suite, c'est Tesla qui avait raison, c'est lui qui a gagné, et il me donne tout le débat. Et c'est impeccable, j'ai pas un mot à changer. Je disais à Darius l'autre jour, je lui ai fait traduire 50 pages de mon livre en allemand. J'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. Je lis l'allemand comme le français. Bon, j'ai pas une virgule à changer. Le métier de traducteur est mort. Donc je pense que sur le plan éthique, juridique et politique, l'impact sur le monde du travail, y compris pour l'école bleue, donc pour les ouvriers, y compris par exemple dans la construction d'immeubles, dans le BTP, ça va être dans la décennie qui vient, ça va se compter en centaines de millions d'emplois. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est crucial, bien sûr. Mais vous dites que ce sont des performances que personne n'avait vues ou n'avait anticipées. Personne ne les avait anticipées. Tous les gens honnêtes disent les performances actuelles de ChatGPT 4, donc le 4 et si on s'abonne, les performances actuelles de ChatGPT, on pensait qu'elles ce serait en 2050 et encore on n'était pas sûr. Et là, on va avoir dans l'année qui vient des progrès absolument considérables avec des machines qui sont capables de tout faire à notre place, y compris de produire des œuvres d'art, des œuvres musicales, des œuvres d'art plastique. Alors, les gens diront oui, mais elles sont moins belles. On peut toujours discuter en art. Moi, j'ai là une dizaine d'œuvres d'art qui ont eu des prix extrêmement prestigieux d'art contemporain aux États-Unis et que je trouve magnifiques, beaucoup plus belles que du Soulages ou je vais pas être méchant, mais bon, c'est pas des tableaux noirs, quoi, c'est autre chose. Et donc, regardez vous-même ceux qui nous écoutent. Allez regarder sur Internet Space. Bon, je vais pas vous le dire en anglais parce que vous le trouverez pas en anglais, mais l'œuvre d'art qui a gagné le prix de la foire d'art contemporain du Colorado de l'artiste Jason Allen, A2L. On regardera ça. Ça s'appelle Space Theatre Opera en anglais. C'est magnifique, c'est très très beau. Il a gagné le prix, ça a donné tout un débat, mais ça veut dire qu'en termes de créativité, ces bestioles sont capables d'une formidable créativité. Et en médecine, les métiers de la médecine sont pulvérisés aujourd'hui. Parce que ça va trop vite, très vite et très bien. Et très bien. Mais pour une raison très simple, par exemple, il y a eu une compétition entre des médecins humains et un logiciel de diagnostic médical sur la question mélanome ou carcinome. On montrait à la machine, puisqu'elle est multimodale, donc elle lit, elle parle, elle écoute, elle peut lire n'importe quel, elle peut répondre au courrier, très bien, elle répond très très bien au courrier, en 150 langues, sans faire de faute d'orthographe. Bon. Et donc on montrait des photos de grains de beauté à la machine et aux humains, aux médecins, aux cancérologues, dermatologues, pour leur dire est-ce que c'est un mélanome, donc un cancer malin, ou est-ce que c'est seulement un carcinome qui est, on dit cancer mais qui est bénin. Et donc 95% de bonnes réponses pour la machine, 85% pour les médecins humains. Et donc mais ils ont râlé, ils ont dit mais nous on veut savoir qui c'est, est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge il a, quel âge elle a. Bon, on leur a mis les vraies personnes en face. Ils ont progressé, mais ils étaient encore battus de très loin par la machine. Et donc, lisez le livre du professeur Bibot, moi je le cite beaucoup dans mon livre, qui est cancérologue à Pompidou, il dit, mon métier, en termes de diagnostic, c'est pulvérisé. Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce qu'on peut se satisfaire de cette réalité-là ? On est obligé oui et non. De faire avec. En cancérologie, ça va sauver des dizaines, voire des centaines de millions de vies. C'est de l'innovation. Voilà. Bien sûr, donc c'est génial. Ouais. Il n'y a pas d'immunothérapie du cancer sans IA. Il n'y a pas de thérapie ciblée du cancer sans IA. Notamment sur le cancer du sein. Il faut vraiment séquencer le génome du cancer et pour savoir si vous avez le breast cancer 1 and 2, les BRC 1 ou 2. Bon. Et puis si vous l'avez pas, c'est un autre traitement. Je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est passionnant la biologie du cancer. Anyway, sans IA, pas de thérapie moderne et efficace du cancer. Donc c'est un projet formidable. Ces innovations sont spectaculaires. Là où j'ai un désaccord, moi je suis dans des groupes de travail parce que quand je travaille sérieusement. Donc ce livre, j'ai mis ça fait 15 ans que je travaille dessus. Bon, mais et je suis dans des groupes de chercheurs, de gens qui travaillent chez Sam Altman, chez Google, et je discute quotidiennement avec eux. Bon, mais j'ai un désaccord de fond avec la plupart des chercheurs en IA qui sont matérialistes. Matérialiste, ça veut dire quoi en bon français? En philosophie, ça veut pas dire ils aiment l'argent. En philosophie, ça veut dire qu'ils pensent que nous sommes déjà des machines. Voilà. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu crois que t'es d'autre qu'une machine? Tes connexions de neurones
qu'ils soient des neurones artificiels ou biologiques, c'est la même chose, c'est de l'électricité qui passe. Et à ça, vous leur répondez quoi? Alors, justement, c'est ça qui est très intéressant, et c'est un vrai débat, notamment en philosophie avec les spinozistes. C'est un vrai débat, ou avec les marxistes, avec les matérialistes, c'est que moi, je pense que nous choisissons nos valeurs. L'IA c'est ça la vraie différence avec l'humain. L'IA ne choisit pas ses valeurs. L'IA ne peut pas vous dire s'il faut voter à droite ou à gauche. Elle ne peut pas vous dire s'il faut préférer Boulez ou Schubert. Elle ne peut pas vous dire s'il faut être un aristocrate ou un démocrate en politique. Bon, s'il faut être chrétien ou musulman. Chaque fois, alors je lui demande souvent, je lui dis, mais est-ce aux prochaines élections, est-ce qu'il faut voter à droite? Et elle me répond, ça dépend de vos valeurs. Alors, je vous explique. Les IA sont alignées, c'est le mot technique, elles sont alignées sur des codes éthico-politiques. Par exemple, ChatGPT est wokiste. Ça veut dire qu'il est féministe, il est écolo, il est pour la diversité et il est pour la protection des animaux. Hein. Et donc, est-ce que tous les utilisateurs sont au courant de cet alignement-là? Mais c'est malheureusement pas. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui est un livre foncièrement pédagogique. Et chaque fois, je donne les arguments pour et contre. Et je cite beaucoup de chercheurs. Il y a beaucoup de citations pour que les gens puissent s'approprier le sujet. Mais nous ne sommes pas alignés. Si je vous demande pourquoi vous votez à droite ou à gauche, vous me direz pourquoi. Vous aurez votre argumentation. Est-ce que les gens, mes amis chercheurs matérialistes, ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas la différence qu'il y a entre démontrer et argumenter. Je vous explique en 2 secondes, mais philosophiquement, c'est crucialissime. En morale, en politique, en esthétique, on argumente. Ah, moi j'aime cette exposition. Comment tu aimes souvenez-vous la pièce de Yasmina Reza, voilà sur les gars qui s'engueulent sur un tableau contemporain qui est un tableau blanc sur fond blanc. Il y en a un qui dit mais enfin c'est de la connerie, c'est du snobisme. Il a raison à mon avis. Et l'autre qui dit mais enfin tu ne comprends rien, c'est une œuvre d'art merveilleuse, d'art contemporain, c'est du Néo-Malevitch ou je sais pas quoi. Bon, et donc on argumente. Moi j'aime pas. C'est le propre de l'humain. C'est le propre de l'humain et c'est le propre de la philosophie. En philosophie, on argumente, mais on ne démontre pas comme en mathématiques ou en sciences expérimentales. Le platisme, par exemple, les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est une connerie et c'est démontré, donc on peut prouver que c'est faux. Mais est-ce que voter à droite ou à gauche, c'est vrai ou faux? C'est ni vrai ni faux. C'est une question de valeur. Et donc, l'IA, elle peut évidemment avoir des valeurs, mais si elle est alignée par un programmateur. Tandis que vous n'êtes pas aligné, vous choisissez vos valeurs. Moi, je crois au libre arbitre. D'où le fait que ce débat-là renvoie à un débat avec les spinozistes et les matérialistes et les marxistes qui, eux, ne croient pas à la liberté. Ils croient pas au libre arbitre. Moi, j'y crois. Et je pense que le matérialisme est une absurdité. Et donc, faut pas que j'espère que mon ami André Comte-Sponville n'écoute pas, mais je pense que c'est la plus grande absurdité philosophique de toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Moi, je suis un philosophe du libre arbitre. Mais la problématique avec tout ça, c'est que vous êtes un homme éclairé et que tous les utilisateurs de l'intelligence artificielle n'ont pas forcément ce recul et cette connaissance sur l'outil qui peut être formidable, mais qui peut être aussi à la source de beaucoup et de malentendus et de dérives. Ça aussi, c'est un fait. Même moi qui suis passionné par cette histoire, je crève de trouille. Je pense que supprimer 300 millions d'emplois, comme le dit Goldman Sachs, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ces chiffres, en effet, 300 millions. L'IA pourrait affecter jusqu'à 40% des emplois dans le monde. Ça, ce sont des chiffres fournis par le Fonds monétaire international. Mais c'est une certitude. C'est une certitude. Mais bien sûr, parce que ceux qui disent le contraire ont des arguments qui, pardon, je suis désolé, je vais pas citer les noms parce que ce sont des très grands économistes et je veux pas être désagréable. Ils ont 3 arguments pour dire qu'il n'y aura pas d'impact sur l'emploi. 1. Seuls les métiers automatisables seront remplacés. Mais c'est faux. Par exemple, traducteur, c'est pas un métier entièrement automatisable. Médecin, c'est pas et radiologue. Quand on vous écoute, la traduction est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Je vous assure qu'elle est parfaite. Je lui ai envoyé l'introduction de mon livre. J'ai fait traduire par ChatGPT en 10 minutes l'introduction de mon livre pour Danny Cohn-Bendit, qui est un ami qui parle pas le français, pour qu'il puisse le lire en allemand. Et c'est parfait. J'ai pas une virgule à changer. Voilà. Donc c'est pas un métier entièrement automatisable. Même chose pour les médecins ou pour les radiologues, pour les experts comptables, pour les avocats. C'est pas des métiers entièrement automatisés. Ils ont un deuxième argument. Ils disent que de nouveaux emplois seront créés qui remplaceront les anciens.
Mais c'est faux, c'est totalement faux. Il y aura des nouveaux emplois, mais très peu, parce que c'est des bacs plus 10, c'est pas des bacs. Si vous supprimez 300 millions d'emplois bac moins 3 et que vous en créez 30 000 bac plus 10, le compte n'y est pas. Les comptes ne sont pas bons, en effet. Est-ce que vous diriez que c'est la révolution la plus radicale de toutes les révolutions industrielles? Bien sûr. Bon, malheureusement, je sais pas sur quel réseau social, il y a des gens qui m'écrivent et ils réfléchissent pas. Ils disent, mais oui, vous dites ça, mais bon, on a connu la révolution de la vapeur, de l'électricité, de la machine, etc. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, l'IA touche tous les secteurs de la vie humaine, de l'économie, sans aucune exception. Et deuxièmement, elle attaque l'humain dans son monopole, qui est le langage et l'intelligence. Pas les valeurs. Encore une fois, les valeurs, si, elle peut avoir des valeurs, mais seulement quand elle est alignée par un programmateur. Je n'y reviens pas. Mais sinon, en termes d'intelligence, on va arriver à ce qu'on appelle AGI en anglais, l'intelligence artificielle généraliste, qui sera supérieure dans tous les domaines à l'être humain. On va y arriver dans l'année qui vient. Parce que des mises à jour permettent d'intégrer à cette intelligence artificielle. Elle progresse sans arrêt. C'est même pas des millions, ce sont des milliards et 1000 milliards de données qui permettent d'être encore plus efficaces. Il y a 3 paramètres qui boostent l'IA, qui la font progresser. Un, il y a la puissance des ordinateurs. Écoutez bien ça, parce que les gens ne comprennent pas c'est pour ça que j'écris ce livre. C'est crucial de comprendre ce qui se passe. Le premier ordinateur inventé par un Allemand qui s'appelait Konrad Zuse en 1941, le Z1, ça s'appelait. Et c'est la première machine à calculer électronique. Il était fou de joie parce qu'elle était capable de résoudre une opération mathématique par seconde. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Les nouvelles bestioles sont capables de résoudre, écoutez bien, 2 milliards d'opérations par seconde. Oui, on a même du mal à se figurer ce que la... Deuxièmement, les algorithmes progressent en permanence. Les algorithmes, c'est-à-dire les instructions que la machine a en elle qui lui permettent d'arriver le plus rapidement possible à un bon résultat en éliminant les biais qui faussent le résultat, ça progresse en permanence. Et puis, vous avez la base de données. Il y a 10 ans, c'était en termes de millions. Aujourd'hui, c'est en termes de milliards de textes, de vidéos, d'articles de presse, de livres. Dans votre livre, vous donnez un point de départ aussi, 1997, et on voit à quelle rapidité les choses sont allées. On va voir ces archives, notamment, avec ce logiciel d'intelligence artificielle, le premier, Deep Blue. Deep Blue, racontez-nous ce que c'est. Il a permis... On a pulvérisé Kasparov, tout simplement. Donc essayez, vous verrez, c'est difficile. Voilà ces images qui datent de 97. Le génie des échecs, en effet, est battu par une machine. Le numéro 1, Et après, l'Icidol, le jeu de Go, battu aussi en 2016. Et là, on pensait à l'époque que c'était totalement impossible. Or, là, depuis, l'IA générative a progressé des milliards de fois, pas des millions de fois, des milliards de fois par rapport... Là, on est à l'âge des cavernes. Par rapport à l'IA d'aujourd'hui. Donc il faut absolument que les gens s'approprient ça, il faut que nos politiques s'approprient ça. Ils sont complètement à côté de la plaque aujourd'hui, ils n'y connaissent rien. Et c'est pour ça que moi j'ai écrit ce livre de manière extrêmement pédagogique pour que les gens comprennent ce qui... Et dans l'éducation nationale, l'impact va être gigantesque. Il l'est déjà. D'éducation aux médias. Mais bien sûr. Il faut que désormais l'éducation à l'intelligence artificielle fasse partie des programmes. Madame Borne, je crois qu'elle est polytechnicienne, sauf erreur de ma part, au moins elle pourrait comprendre, s'approprier ça, faire quelque chose. Il faut évidemment refaire les programmes d'instruction civique de A jusqu'à Z sur les réseaux sociaux, le harcèlement, etc. par l'IA. Mais il faut aussi qu'il y ait un cours sur l'intelligence artificielle. Il faut que nos enfants s'approprient l'IA. Il faut qu'ils sachent s'en servir. Il faut la rendre obligatoire parce que c'est pas la peine de l'interdire. Parce que là, pendant que je vous parle, je peux demander n'importe quoi à ChatGPT. Je l'ai là. En 3 secondes, il me fait un cours d'histoire sur la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges. Et ce sera meilleur que probablement que mon prof d'histoire. Et vous y consacrez d'ailleurs un chapitre de la régulation, de la question de la régulation. Un sommet se tiendra notamment dans quelques semaines ici à Paris, un des géants de la tech. Un vrai gag, oui. Un vrai gag, vous dites ? Ah ben c'est une véritable blague, oui. C'est même, c'est à pleurer de rire. Nous, on est champion de la régulation. Oui. On a fait le Digital Services Act, on a fait l'IA Act. Alors, on régule, on interdit, on taxe, on régule. Ah ça, on est champion du monde en Europe pour ça. Puis alors la France, ça, on est le premier pays de régulation et de taxation. Mais on régule et on taxe des innovations qu'on ne produit pas nous-mêmes. Donc on montrait les chiffres de l'investissement. Mais c'est dingue. On est nuls. Effectivement, du différentiel. On est en milliards de dollars. 67 milliards pour les États-Unis. On est à
moins de 2 milliards pour la France. Et l'année prochaine, la Chine et les États-Unis investiront plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc vous dites quoi, avant de réguler ? Mais il faut qu'on régule. Moi, je suis à fond pour qu'on interdise les deepfakes, qu'on indique et les jumeaux numériques, qu'on indique que c'est fait par l'IA, comme on indiquait à la télévision quand j'étais petit, interdit aux moins de 12 ans. Bon, il faut absolument le faire. C'est crucial, c'est vital et c'est urgent. Et je ne sais pas pourquoi ils s'en occupent pas. C'est la première chose à faire. Bon, donc je suis pas contre la régulation, évidemment. Il faut protéger les gens, mais il faut les pays qui maîtriseront l'intelligence artificielle, les entreprises qui maîtriseront l'intelligence artificielle battront tous les autres. Poutine a raison, il a dit ceux qui maîtriseront l'IA domineront le monde. Et dans l'armée, moi je suis intervenu beaucoup auprès des grands dirigeants de l'armée française sur ces sujets. L'armée aujourd'hui utilise l'IA dans tous les domaines. Voilà. Qui leur permettent d'avancer dans la technologie et de les accompagner. Dans l'armée, on a le système Scorpion qui coordonne par l'IA une attaque de chars entre elles et avec le commandement général. Et donc les missiles sont guidés par l'IA. Enfin, toute l'IA est omniprésente, voilà. Et donc, pour l'instant, c'est ça le problème de fond. On a perdu toute espèce de souveraineté en Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine. Donc, c'est un scandale européen. Oui. Il faut qu'on ait l'innovation. Cédric Villani avait fait un très beau rapport à Macron, mais Macron lui a interdit de citer les chiffres parce que l'État est en faillite. Donc il disait il faut investir 30 milliards d'euros pour la France, c'est un plan pour la France. Mais il faudrait que l'Union européenne investisse 300 milliards d'euros dans l'IA l'année prochaine. Sinon, on est une colonie des États-Unis. Et vous dites que ça fait partie des priorités, en effet. Mais c'est la priorité des priorités. Quand on voit le développement, en effet, à laquelle cela va et cela progresse. On va devenir une toute petite colonie des États-Unis. Et là, le rapport Draghi a raison. Ça va dans le sens du rapport Draghi. Il faut absolument investir des centaines de milliards d'euros dans l'innovation pour qu'on redevienne souverain. C'est un problème de civilisation européenne. C'est pas un problème d'argent. Vous évoquiez tout à l'heure les œuvres d'art. J'aimerais aux téléspectateurs soumettez cette interview soumise à ChatGPT. J'aimerais vous soumettre une bande-annonce, un film qui va sortir prochainement. Oui. Vous savez, parfois, certaines célébrités atteignent un tel niveau de notoriété que on les reconnaît instantanément à leur voix. Oui. C'est le cas de l'acteur américain Sylvester Stallone, avec sa voix française. Oui. Sauf que son doubleur est décédé. On l'a remplacé par une IA. Et on l'a remplacé par une IA. Écoutez, la bande-annonce de ce film qui s'appelle Armor, qui sortira en février, qui va sortir dans les prochaines semaines, pardonnez-moi. Écoutez cette bande-annonce, on en parle après, et en effet, la voix, vous l'avez dévoilé, c'est l'intelligence artificielle, c'est fascinant. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse, 3 secondes. 3, 2, 1. On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, ne bouge pas. Ça tournera mal. Beaucoup mieux que ça, hein. Voilà. J'ai beaucoup mieux que ça dans mon iPhone. Enfin, là j'ai des deepfakes j'en ai une d'Emmanuel Macron disant que mon livre est génial, j'en ai une autre de Obama disant que mon livre est génial, j'en ai une autre de C'est pas mal pour la promotion, hein. Alors, j'ai à la fois la voix et la vidéo, et c'est absolument indétectable. Il suffit de 4 mots de vous, Marie. 4 mots, pour que on fabrique, mes amis qui fabriquent ça, fabriquent une vidéo entière, ou en tout cas un message, par exemple un message téléphonique entier, et ça pourra tromper aussi bien votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, que tout ce que vous voudrez. C'est indétectable. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que la régulation, elle est cruciale, évidemment. Mais ça, il les régule pas. Alors, on va supprimer les caméras de vidéo à Nice, alors que c'est le seul truc utile. C'est idiot ce qu'on fait aujourd'hui. Et regardez le ministre Barrot, qui était ministre du numérique, qui est maintenant au Quai d'Orsay, je sais pas à quoi il sert d'ailleurs. Mais bon, là sur le numérique, c'était dingue. Il a dit ChatGPT est un perroquet approximatif. Le ministre du numérique utilisait une version périmée de ChatGPT. Oui. Non, mais vous voyez, les types sont cinglés. Je pense qu'en effet, il a dû revenir ensuite. Mais c'est trop tard. Oui. Il était ministre du numérique. Mais quand vous voyez... Putain, moi, quand j'écris un livre, je travaille. Voilà. Quand vous voyez ça, c'est sans doute le petit bout de la lorgnette, mais... des effets... Oui, il faut avoir la trouille. Oui. Il faut avoir la trouille. Oui, c'est pour ça que moi, quand je fais une conférence là-dessus, les gens sont tétanisés d'angoisse et je leur dis, mais ayez peur, c'est bien, parce que c'est le coup de pied au fond de la piscine. Appropriez-vous l'IA, comprenez ce qui se passe, parce que pour vos enfants, on va rentrer dans un monde, rien que ça,
On va rentrer un monde de deepfake et de jumeaux numériques, de voix copiées au téléphone. Vous pouvez pas le savoir que c'est pas vous. Hein. C'est impossible. effrayant. Impossible. Franchement. Voilà. Et donc ça veut dire qu'au niveau de l'école pour nos enfants, il faut absolument refaire intégralement les cours d'instruction civique. Il faut faire un cours d'esprit critique. Seul l'esprit critique personnel nous garantira dans ce monde où on ne saura jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Moi, je reçois des deepfakes régulièrement. Et, par exemple, j'ai mis ces deepfakes sur un réseau social. Je suis plus sur les réseaux sociaux parce que oui, on sait ce que vous en pensez. Bon. Mais je suis encore sur LinkedIn parce que c'est à peu près correct encore. Mais j'ai mis ces deepfakes par exemple celle d'Obama disant en anglais j'ai lu le livre de Luc Ferry, La frénésie du bonheur, etc. C'est formidable. Bon, et j'ai mis ça et j'ai reçu des centaines de félicitations de gens qui n'ont pas compris que c'était une deepfake. Et il y a eu un détournement de fonds. Ça doit quand même nous alerter. Mais évidemment, c'est pour ça que j'écris ce livre. Il y a eu un détournement de fonds de 25 millions d'euros. Vous pouvez le vérifier tout de suite. Vous tapez sur Google, vous allez le trouver. À Hong Kong, parce que dans une visioconférence, un jumeau numérique s'est fait passer pour le chef d'entreprise et a donné l'ordre à son directeur financier de virer 25 millions d'euros à son compte en banque. Mais évidemment. Et donc, vous ne pouvez pas savoir, quand vous êtes en visioconférence, de très nombreux chefs d'entreprise se font remplacer par un visio numérique quand ça les emmerde d'aller dans la visioconférence. Ils font leur petit discours et on leur pose 3 ou 4 questions. Ils répondent, le jumeau répond parfaitement aux 3-4 questions. Après, il s'en va. Et donc, s'il y avait un message à retenir, et de votre livre, et de ce qui est en train de cette révolution qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est... Appropriez-vous ça. Ne laissez pas passer ça, et que l'Europe investisse là-dedans, qu'elle s'approprie ça, parce que je ne veux pas que la civilisation européenne entre encore plus en déclin. C'est déjà mal parti, mais alors là, si on loupe la révolution de l'IA, c'est la civilisation européenne est morte. Respectons la tradition. Les 2 dernières minutes de cette émission et la photo de la semaine. Un visage. Cette photo du 47e président des États-Unis pour son investiture. Elle a été dévoilée hier. Ah oui, c'est la nouvelle photo. La nouvelle photo, il pose en gros plan devant un drapeau américain. Un cliché qui n'est pas sans rappeler sa photo judiciaire. Vous savez, lors de son bref passage en prison en août 2023, on va voir la comparaison qui avait été imprimée à des millions d'exemplaires. Mugshot réalisé dans les services du shérif de la capitale de l'État de Géorgie. Qu'est-ce que cela dit ? Qu'est-ce que vous diriez finalement en quelques secondes, parce qu'il nous reste peu de temps, mais oui. Ça dit quelque chose quand même de l'homme, même si on a beaucoup il est passé de l'air méchant à l'air perspicace et méchant, enfin méchant et perspicace, oui. Non, c'est quand même... Mais le clin d'œil est appuyé, et c'est aussi dire quoi au monde. C'est comme j'arrive. Eh ben, c'est le cas. C'est le cas. Il arrive avec Elon Musk, et on va déguster, je peux vous dire. D'autant que je reviens pas, on est une colonie des États-Unis sur cette 3e révolution industrielle. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, je suis sur Instagram, c'est juste pour pas mentir, je suis sur Instagram et LinkedIn, mais j'ai quitté les mauvais réseaux sociaux qui sont les poubelles de la haine, des fake news voilà. Mais j'ai aucune sympathie pour cet homme, évidemment, comme tous les Français, on n'aime pas Trump, moi non plus, mais je pense que si ce bonhomme est capable de mettre un terme à la guerre en Ukraine et à la guerre à Gaza, je serais fou de joie et je l'applaudirais des 2 mains et des 2 pieds. Voilà, je sais que ce que je dis n'est pas populaire, mais c'est ce que je pense et je vois pas pourquoi je le dirais pas. Et je pense qu'il est le seul capable aujourd'hui dans le monde à arranger les choses dans ces 2 guerres qui sont quand même absolument catastrophiques. J'ai des amis qui le détestent, français et juifs, et qui m'ont écrit en disant on est obligé de reconnaître que il a tordu le bras à Netanyahou et c'est quand même une bonne chose. Et qui lui concède quelques qualités. Et on verra et on suivra évidemment cette investiture lundi, moment historique qui part à cause du grand froid. Là, c'est encore autre chose à Washington. Se passera en intérieur. Merci, cher Luc. C'est le réchauffement climatique, évidemment, il en profitera. Non, ça n'existe pas chez lui, dans la planète. Il est climato-sceptique. Absolument. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous, Marie. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Restez avec nous, LCI Midi. On parlera justement de cette investiture du 47e président des États-Unis. Des invités triés sur le volet. À tout de suite.